Je suis un peu ému parce que je fais beaucoup de conférences, mais je suis toujours ému quand je dois en faire et parler de sujets qui me paraissent très importants et qui me tiennent à cœur. Et en particulier ici parce que il y a quelques années, nous étions quatre autour d'une table à imaginer ce que serait une transition dans la vallée de Münster et ce qu'on pourrait faire collectivement. Et c'est le résultat pour moi de cette graine qui a été semée il y a presque 5 ans maintenant, me semble-t-il. Et comme quoi l'initiative d'une personne, à l'époque c'était Martin Goug qui est dans la salle, qui, de par sa réflexion et de ses lectures, a envoyé un message sur l'Internet et ce mail absolument bizarre nous invitait à nous regrouper pour réfléchir à la transition. Et j'avoue qu'à l'époque, je me demandais bien de quoi il parlait et j'imaginais pas que je serais amené à parler de transformation individuelle et collective aujourd'hui. Donc je vais le faire avec une certaine forme de plaisir, mais aussi une forme d'anxiété, parce que je vais amener des sujets qui ne sont pas forcément des sujets sur lesquels on sera d'accord. Ce n'est pas que j'aime pas le désaccord, mais toujours une appréhension à critiquer. Pourtant, ça me paraît essentiel. Donc je vais le faire. Vous pouvez vous sentirez peut-être heurté, ce que je ne souhaite pas. Et si tel était le cas, nous continuerons à discuter, parce que je pense qu'à partir du moment où on a un désaccord, c'est là où on commence vraiment à avancer, à réfléchir ensemble à quelque chose de nouveau. Et c'est donc bien le cœur du sujet dont je vais vous parler. La transformation intérieure, clé de la transformation planétaire. Alors, c'est un sujet qui moi, me passionne parce que la première partie de ma vie professionnelle, je l'ai consacrée à l'enseignement et l'éducation, en grande partie au lycée à Münster, et notamment avec la matière de l'histoire-géographie. Donc j'étais sensibilisé très jeune à l'idée que l'écologie était quelque chose d'important et qu'il fallait prendre soin de notre planète, et en tout cas faire quelque chose. Et ce mouvement qui m'habitait depuis que je suis très jeune a été initié notamment par les dégâts écologiques que je voyais se dérouler sous mes yeux, ahuris, notamment avec Tchernobyl. Et puis au cours de mes études avec les glaciologues qui ramenaient des calottes du pôle sud ou du pôle nord en nous indiquant que le réchauffement climatique était à l'œuvre, et ça c'était dans les années 90. Et puis cette catastrophe planétaire écologique se déroulant et s'aggravant de jour en jour, il m'est apparu important pour moi aussi d'agir et d'œuvrer à ce qui me semblait important de faire au plus profond de moi. Donc j'ai arrêté l'enseignement de l'histoire-géographie pour me consacrer à une de mes passions, qui était l'accompagnement de personnes, puisque je m'étais formé à la psychothérapie pendant les 20 années où j'ai exercé le métier d'enseignant en parallèle. Et donc c'est la profession que j'exerce depuis quasiment maintenant 2 ans, et qui m'a amené à découvrir d'autres aspects de l'être humain que je subodorais, que je pensais exister, mais ça m'a donné une pratique et une connaissance de l'humain que je n'avais pas forcément en tant que prof d'histoire-géographie, où j'avais une vision plus géopolitique et plus globale de ce qui se passait, des enjeux planétaires. Voilà, je me présente comme ça très rapidement parce que ce n'est pas tant l'objet de ce dont je veux vous parler. Mais ça veut dire que moi-même, je suis agi, et je l'entends dans ma voix, par des émotions qui m'ont amené à me transformer pour faire autre chose face à un monde qui me paraissait en grand danger. Il y a quelques semaines, on a eu la chance de recevoir un auteur d'origine tunisienne qui s'appelle Yamen Manaï. C'est la libraire de la Grand Rue, Sarah, qui l'a fait venir. Et cet ouvrage m'a passionné parce qu'il résumait pour moi des préoccupations qui sont actuelles. Il croisait, je vous invite vraiment à le lire, ça s'appelle L'amas ardent. Et dans ce court roman, il croise 2 enjeux majeurs: la fin des abeilles, la disparition des abeilles, et la montée de l'islamisme radical ou violent en Tunisie. Et il me semble que ce sont 2 enjeux, moi, qui me paraissaient majeurs, et je trouvais intéressant de démarrer avec ce constat dramatique que le monde dans lequel nous vivons, et on en a beaucoup parlé ce matin, Pierre Drouot qui est là, on a beaucoup parlé dans sa conférence, dans les conférences précédentes, on vit un moment de tension dramatique où notre propre avenir en tant qu'espèce humaine paraît profondément menacé, et nous amène à nous questionner sur le sens de notre vie future. Pourra-t-elle continuer telle qu'on l'a connue? C'était une grosse partie du thème de la conférence de ce matin. Je vous invite, vous pouvez prendre les CD des conférences de jour.
Et donc cette question des abeilles est fondamentale parmi toutes les questions environnementales parce qu'elle réveille d'énormes peurs. Plus d'abeilles, ça signifie quoi? Ça signifie plus de floraison, plus de fruits. Et ça veut dire dans quel monde, ça pose la question du monde dans lequel on va vivre. Un monde où il n'y a plus d'insectes. Il y a une étude qui vient d'être faite en Allemagne où dans les réserves, les insectes ont disparu, je crois, en 20 ans à 70%, dans les réserves naturelles. Je ne parle pas des espaces agricoles ou urbains. C'est-à-dire qu'on vit une époque tragique et à laquelle on est en obligation, en quelque sorte, de répondre ou pas. Et c'est souvent par des actions citoyennes, telles que la transition, qu'on essaie d'y répondre, et à raison. On essaie de se mobiliser, on essaie de signifier à nos contemporains que la situation est grave. Et je regarde parmi vous dont c'est le métier de signifier les dangers qui sont en train de se dérouler, la pollution des eaux, la pollution de l'air. Et face à cette tragédie qui se déroule sous nos yeux et qui risque de rendre notre monde invivable ou vivable d'une manière absolument insupportable, sauf peut-être pour quelques privilégiés, en quoi la transformation intérieure peut-elle être une solution ou peut-elle être une source d'espoir? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Voilà. Je citerai Gandhi qui disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », parce que c'est cette idée-là. Peut-être que si nous changeons quelque chose intérieurement, nous avons un espoir, et je le pense, de transformer la tragédie qui est en train de se dérouler. Alors, l'idée de la transition et l'idée d'une transformation, c'est d'imaginer, et Martin Goug en parlait ce matin, en imaginant un monde, le monde de demain, un monde qui serait un monde qui aurait été capable ou qui serait capable de faire face aux enjeux que nous vivons aujourd'hui. Quel monde voulons-nous pour demain? Quel monde peut-on imaginer pour demain? Est-ce qu'il est encore possible de l'imaginer? Un monde qui respecterait la vie, qui respecterait le vivant, qui respecterait les humains. C'est ce qu'on se souhaite tous, je pense. Mais pour beaucoup d'humains aujourd'hui, c'est même pas une question qu'ils peuvent se poser, pris qu'ils sont par leurs activités quotidiennes, par leur travail d'esclaves dans certains pays. En tout cas, il est clair que le monde dans lequel on vit est le reflet des choix qu'on a faits il y a fort longtemps. Et c'est ce que je vais développer. C'est-à-dire qu'on est un monde dans lequel l'être humain n'a finalement qu'une place très robotique. On assiste, on peut constater que les humains sont amenés à être considérés comme des objets de production utilisés par le capitalisme à l'œuvre actuelle. Et c'est cet aspect-là de ce monde robotique, moi, qui m'interpelle. Un monde dans lequel, finalement, l'être humain n'a plus sa place. L'être humain semble complètement oublié et évidemment tous les aspects naturels semblent oubliés. Et il me semble important de voir que ce monde qu'on a créé qui ne respecte pas la nature, qui ne respecte pas les humains, vient du fait qu'on a oublié de se respecter soi et de respecter sa propre écologie intérieure. Soit par méconnaissance, soit parce qu'on a été peu informé de comment fonctionne sa propre écologie. Quelles sont les règles du fonctionnement de l'être humain? À la fois au niveau du corps, c'est-à-dire que souvent on ne respecte pas son intégrité. Je peux croiser dans ma pratique des personnes qui n'ont pas respecté leur propre corps dans des métiers dans lesquels elles étaient brisées par leur travail. Je pense à des chaudronniers qui ont été brûlés par les métaux qu'ils manipulent. Ça peut être l'aspect psychique de l'être humain qui n'est pas respecté. On renie ses propres émotions. On l'a vu à la première conférence sur les enfants. On renie les émotions des enfants. On renie ses rêves. On renie ses propres désirs et ce qu'on souhaite au monde. Et au final, on en arrive parfois même à renier son propre esprit. C'est-à-dire que sa propre pensée, on la renie au profit de croyances auxquelles on adhère sans même réfléchir. Et ma proposition, comme principal outil, c'est un ensemble d'éléments qui fondent ce que Yann Thibault, qui m'a aidé à structurer l'ensemble de ce dont je vous partage, appelle l'écologie intérieure. Ce sont des outils de connaissance de soi, des outils de respect de soi, du respect de sa propre nature, à la fois de son instinct, de ses aspects affectifs, de son intuition et de ses émotions.
Parce que ces aspects-là, notre civilisation technologique les a vraiment mis de côté. Et on peut se poser la question de notre civilisation technique, quel est son degré de sagesse? Quel est son réel degré de conscience? Quel est son réel degré de maturité? Et loin de moi l'idée de croire que notre civilisation est à jeter entière aux poubelles. Je pense qu'elle fait partie peut-être d'une des civilisations les plus avancées et les plus étonnantes que l'humanité ait pu créer. Il s'agit, à mon avis, de penser par l'écologie intérieure le moyen de peut-être transformer cette civilisation en quelque chose de plus grand encore et pas de la rejeter en imaginant retourner dans un monde sans humains, ce dont on parlait avec la deep écologie ce matin, qui à mon avis est une fausse piste. Nous sommes les humains, nous sommes là, nous avons peut-être quelque chose à comprendre et à apprendre. Et on peut faire un parallèle avec ce déni de soi qui a été appris, perpétué par à la fois les traditions, certaines religions, les habitudes, les croyances, qui amènent aujourd'hui à une destruction systématique de la planète, à la fois une pollution de la nature, une maltraitance des animaux, une maltraitance des enfants. Je vous renvoie vraiment à la première conférence qui montrait à quel point on traite les enfants de manière absolument, dans beaucoup de cas, inhumaine, et en aucun cas on parlerait à des adultes de la même manière. Et puis c'est un homme qui utilise contre sa propre planète tout un ensemble de produits chimiques pour détruire la vie, les insecticides, les pesticides, les fongicides, qui nous détruisent, qui détruisent toute la vie qui existe sur Terre. Alors je pense qu'on le fait par ignorance, par conformisme et par appât du gain. Et on le fait parce qu'on est coupé, je me mets dedans, je me mets un on inclusif, peut-être vous ne vous sentirez pas visé, peut-être que vous ne le faites pas, mais je préfère utiliser le on à cet endroit-là. On le fait par coupure de sa propre sensibilité. Parce qu'on a oublié qui on était, on a oublié de se reconnecter à différentes parts de soi, et c'est l'invitation que je fais, et c'est l'accompagnement que je propose, c'est cette pratique-là que je vais développer maintenant. C'est-à-dire qu'on connaît extrêmement bien les aspects techniques du monde, on est capable de faire des machines extraordinaires qui sont capables d'envoyer des hommes sur la Lune, mais j'ai l'impression qu'au niveau psychique, les humains ont un énorme travail à faire, une énorme méconnaissance de leur connaissance, de leur fonctionnement, et que c'est peut-être cette œuvre-là qui nous attend, cette transformation intérieure de connaissance de notre psychisme. Et c'est pour... je vais reprendre les termes de Yann Thibault, il parle de révolution du sentiment. C'est-à-dire que l'idée est vraiment de tenir compte de nos sentiments et de quelle manière. Il ne s'agit pas, la proposition n'est pas d'être dans une espèce d'état d'amour forcé dans lequel on serait tous les uns beaux les uns pour les autres. Non, c'est pas ça. C'est vraiment comprendre comment fonctionnent les émotions. Et je vais commencer par un des premiers outils que j'utilise, et qui est une connaissance très simple du fonctionnement émotionnel. Je vais essayer d'être concis. Je reviens sur la première conférence, elle était très intéressante parce qu'elle développait tous ces aspects-là du fonctionnement émotionnel. Donc les émotions sont considérées comme de deux natures. Il y a les émotions agréables, la joie, l'amour, et puis toute une palette entre les deux. Et puis on a les émotions qu'on n'aime pas, les émotions qu'on dit désagréables, qui sont en réalité des émotions perturbatrices. Parce que les émotions sont uniquement des signaux qui viennent nous indiquer que quelque chose ne fonctionne pas et nous invitent à agir face à notre environnement. Mais les habitudes dans lesquelles nous vivons ont fait qu'on pense que ces émotions-là sont dangereuses, parce qu'effectivement, quand on est pris par sa colère, l'humanité l'a montré, enfin les humains ont montré qu'on s'adonne souvent à la violence, et que du coup on se méfie de nos émotions dites désagréables, la peur, la colère et la tristesse. Or, mes recherches, lorsque je faisais mes formations en psychothérapie, m'amenaient à me poser la question suivante. Quand j'apprenais le métier de psychothérapeute, il y avait des procédés qui fonctionnaient et les changements des humains étaient manifestes et visibles. Des souffrances disparaissaient, des problèmes se réglaient parfois et parfois non. Et la question que j'avais toujours, mais comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai une formation de thérapeute psychocorporel que je partage avec certaines personnes dans la salle. Et donc l'idée c'était d'appuyer sur le corps à différents endroits et on voyait des émotions du passé qui remontaient. Et je me demandais pourquoi et comment ça fonctionne. Et à force d'enquêter et de chercher,
il s'avère qu'il y a un processus extrêmement simple de transformation des émotions. Yann Thibault l'a appelé la transmutation émotionnelle ou l'alchimie émotionnelle, qui consiste à laisser l'émotion qui vient se transformer dans le corps. Et cette émotion n'a pas une origine, une activation dans le présent. Je suis face à une situation qui me déplaît, je sens de la colère, mais bien souvent le problème n'est pas tant la colère que je ressens, c'est l'intensité émotionnelle qui est disproportionnée par rapport à la réalité de ce que je suis en train de vivre. C'est souvent décalage, on l'a vu avec les enfants, un enfant crie ou pleure, et ça nous met, nous, dans des états absolument pas possibles, alors que la réalité, objectivement, ne demanderait pas à ce qu'on se mette dans tous ces états. Et c'est ce point-là est très important, c'est que les émotions qu'on vit à ce moment-là n'ont pas grand-chose à voir avec la situation au présent. Elles ont surtout à voir avec notre inconscient et notre passé. C'est une donnée pour moi qui a été fondamentale, c'est de comprendre que quand on est suractivé par une situation au présent, c'est parce que ça réveille des émotions du passé. Et que l'être que nous sommes faits, notre fonctionnement cérébral, je ne vais pas rentrer dans les questions de neuroscientifiques qui m'intéressent, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel, c'est que réellement, nous avons un passé, et ce passé, nous le portons en nous. Et chaque fois qu'on est activé par une situation au présent, on va chercher, dans notre structure psychique, dans notre inconscient, un moyen d'agir, et bien souvent, c'est un moyen qui n'est pas du tout adapté. Et ça, c'est une question fondamentale, parce qu'à partir du moment où on sait qu'une émotion vient du passé, on peut s'arrêter et prendre le temps de faire ce que la nature a prévu, c'est-à-dire de laisser faire le processus naturel de transformation des émotions. Alors, je vais être beaucoup plus précis et rentrer dans de la technique émotionnelle, c'est ce que je fais dans mon activité. Quand les personnes ont une forte émotion qui vient du passé, je les laisse vivre naturellement l'émotion dans leur corps et dans leur être. Ça veut dire qu'elles se mettent parfois à trembler, à avoir des crispations, des mouvements, une respiration saccadée. Et j'interviens très peu, si ce n'est pour les inviter à laisser le processus se faire. C'est extrêmement simple en apparence, et ça l'est réellement, sauf que les habitudes humaines sont l'inverse. On a pris l'habitude ou de refouler ses émotions, parce qu'on nous a appris très petit que c'était pas bien d'avoir une émotion, qu'il fallait pas se mettre en colère, qu'il fallait pas crier, pas pleurer, ou pas avoir peur. Alors, les garçons, on n'a pas le droit d'avoir peur, on n'a pas le droit de pleurer. Traditionnellement, c'était plutôt comme ça dans nos sociétés. Et pour les filles, l'interdit est sur la colère. Et tout l'enjeu, c'est de revenir sur ces charges du passé pour pouvoir les laisser nous traverser et nous guérir. Alors, les résultats sont étonnants, parce que ça évite aussi l'autre écueil, c'est le défoulement. Le défoulement, c'est quand on n'a pas conscience qu'on a une émotion. L'émotion nous habite complètement, et c'est une émotion qui vient du passé, mais on ne s'en rend pas compte. Et on se met à hurler quand on est en colère, à dire n'importe quoi, ou être violent, ce qui est quand même un drame de l'humanité, puisqu'il y a, je crois que c'est 2 femmes tous les 3 jours, ou une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son mari. Donc c'est quelque chose de dramatique, le défoulement. Et c'est des enfants qui sont battus par leurs parents, etc. Soit physiquement, soit qui reçoivent des insultes verbales. Donc la question du défoulement et du refoulement, j'y reviendrai, est fondamentale. Donc le processus est extrêmement simple dans la capacité à accueillir. Alors bien souvent, dans la pratique que j'ai, il y a des personnes pour qui c'est extrêmement difficile de recontacter des émotions du passé parce qu'elles ont été enfouies et refoulées, mais la plupart du temps, avec un peu d'entraînement, la plupart des humains que j'ai accompagnés y arrivent et arrivent ainsi à réguler ou à régler leurs problèmes profondément enfouis dans leur profonde mémoire. Il faut bien comprendre que la mémoire, elle est pas uniquement liée à l'enfance. J'ai parfois des séances étonnantes de personnes qui revivent leur naissance, qui revivent l'étranglement. Là, dernièrement, j'accompagne une personne qui revivait l'étranglement du cordon au moment de sa naissance. Donc toute la suffocation qui avait eu lieu. Donc c'est comme si le corps avait mémorisé intégralement ce moment de panique terrible et la personne n'avait pas pu le réguler ou le transformer complètement. Parce que ce processus de transmutation des émotions est un processus des mammifères qui n'ont pas notre conscience. Je donne l'exemple de la gazelle. Quand la gazelle est pourchassée par une lionne dans la savane, les lions ne chassent pas, ayant laissé les lionnes faire le travail, la gazelle reçoit des signaux de peur, donc elle reçoit tout un ensemble d'hormones qui vont la faire courir très vite, et ensuite les otologues observent qu'elle se met dans un coin et qu'elle se laisse trembler. Et elle va trembler le temps qu'il lui faut pour évacuer le stress. Sauf que nous, depuis qu'on est enfant, chaque fois qu'on a eu une peur ou une émotion très forte, un signal d'alerte, on n'a pas tremblé. On a fait souvent l'inverse. On a contenu, on a gardé,
On n'a pas fait le processus naturel de la gazelle. Donc ce qui est notre force, notre cerveau cortical, se transforme en un élément traître qui nous empêche de laisser le processus parfaitement naturel et mammifère de s'accomplir. C'est-à-dire que ce processus-là ne nécessite que deux choses essentielles, la conscience de soi, ce qui est déjà extraordinaire, c'est avoir conscience qu'on a une émotion, et le lâcher-prise. Parce que laisser son corps trembler ou bouger, c'est quelque chose d'inhabituel. On n'a pas l'habitude, puisqu'on ne nous l'a pas appris, on nous a plutôt interdit à le faire. Des enfants savent le faire tout à fait naturellement. Un enfant qui a peur, si vous l'avez déjà pris dans les bras au moment où il a peur, il tremble. Et si vous avez eu des moments dans votre vie de grande frayeur, vous avez peut-être remarqué que vous avez tremblé. C'est un processus totalement mammifère et naturel. Simplement, la chose étonnante, c'est que notre conscience nous a désappris le processus. Et donc, la première clé de transformation intérieure, c'est d'avoir connaissance de ce processus et de ne plus avoir peur de ses émotions. Parce qu'en plus, le processus de transmutation émotionnelle est agréable. La tension qu'on a à garder une émotion, on en parlait tout à l'heure, quand on a une émotion et qu'on la contient, c'est extrêmement douloureux. Alors on la contient pour ne pas projeter les charges non guéries, et on a intérêt, ça ne sert pas à grand-chose, mais cet effort de contention demanderait qu'on s'occupe à un moment donné de voir d'où ça vient, qu'est-ce qui le réactive, et puis de laisser le processus se faire. On n'a pas toujours l'origine quand on laisse le processus se faire. Il y a des personnes qui laissent, je vois leurs émotions se dérouler, et n'ont pas forcément l'origine systématique. Et donc le refoulement crée une tension, crée des douleurs extrêmes dans le corps, ce qui fait qu'à force de refouler, on crée des maladies, on crée des crispations physiques, et je suis toujours étonné quand les personnes que j'accompagne repartent avec des tensions dénouées. Alors, de là à ce que ça dénoue les maladies, j'en parlerai après, c'est une autre étape. Toujours est-il que le processus en lui-même est quelque chose de parfaitement agréable, c'est jouissif. Une émotion qui nous traverse, dont on a conscience, est extrêmement agréable. C'est presque un orgasme, si vous voulez, de laisser le corps vivre ce qu'il a à vivre, pour vous donner l'image. Parce que ça paraît surréaliste de dire, a priori, si vous ne connaissez pas le processus, ça paraît incroyable d'imaginer qu'une émotion de colère qui se vit dans le corps est quelque chose d'agréable. Pour l'avoir expérimenté et fait expérimenter à de nombreuses personnes, c'est réellement agréable. Ce qui est désagréable, c'est le moment où on retient l'émotion et on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher prise et accepter que le processus se fasse. Donc ça, c'est pour moi le premier des outils que je donne à la connaissance des humains, c'est qu'on a en nous un processus facile à utiliser, extraordinaire, mais qui demande à ce qu'on s'en serve, qui demande de comprendre finement comment ça marche et qui demande le temps qu'il faut pour régler toutes les charges émotionnelles qu'on a pu accumuler. Il ne s'agit pas de tout régler avant d'agir, mais on peut régler les choses on verra qu'on peut régler les choses qui nous empêchent d'agir. L'autre outil que j'utilise et que je développerai peu ici, c'est ce que Yann Thibault aussi a appelé le scénario de guérison, qu'on peut aussi moduler avec le théâtre de guérison. On fait appel aux ressources de l'inconscient et de l'imaginaire pour réparer ce qui n'a pas été. Et on va en même temps utiliser la transmutation des émotions. Donc ça, c'est des outils. Par l'imaginaire, on va créer une situation. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Je rencontre une personne qui a eu une naissance pour laquelle elle n'était pas désirée, puis qui a été mise en couveuse. Donc elle a d'énormes manques affectifs qu'elle ressent. Elle a l'impression que ça fait partie d'elle, elle ne comprend pas d'où ça vient, même si elle sent bien que ça vient de sa naissance. Et à partir du moment où l'origine est identifiée, elle peut répondre à son besoin. Son besoin, c'est d'avoir une mère aimante. Donc elle imagine un scénario qui va travailler au niveau inconscient et qui va lui permettre de recontacter cette émotion qui lui manque. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir vivre enfin cette émotion qu'elle n'a jamais pu traverser. C'est-à-dire que petite, elle s'est contenue, elle s'est crispée parce qu'elle avait besoin, en tant que mammifère, en tant que petit homme, elle avait besoin d'être prise dans les bras. Et par l'imaginaire, elle va régler le problème au niveau inconscient. Le processus est tout simple, mais on a là un outil extraordinaire parce qu'on peut vraiment travailler avec notre inconscient. On peut vraiment modifier en profondeur notre structure psychique. J'y reviendrai après quand je parlerai des processus de guérison. Ce sont des outils extrêmement simples en apparence, mais qui sont pour moi vraiment le fruit je ne les ai pas trouvés seuls, j'ai vraiment beaucoup réfléchi, et j'ai mis très longtemps avant de rencontrer des personnes qui validaient par leur pratique le fait que ces outils fonctionnent. Et j'ai ensuite pu moi-même, en les expérimentant avec les gens qui voulaient bien être accompagnés par moi, vérifier les effets.
Parce que aujourd'hui, par exemple, la science actuelle est balbutiante dans l'étude de ce processus. On commence à avoir un peu d'imagerie cérébrale sur des cerveaux qui guérissent en utilisant ce processus, où on voit vraiment une transformation psycho-organique. C'est-à-dire que quand je dis psycho-organique, c'est le psychisme et l'ensemble des organes du corps qui se transforment. Par exemple, il y a des phénomènes au niveau intestinal, des phénomènes intestinaux qui se déroulent de détente, et on entend des bruits dans les intestins qui sont la preuve même qu'il y a des détentes extrêmement profondes puisqu'elles échappent au système de contrôle du cerveau. C'est tout le système parallèle c'est parasympathique qui régule les émotions, qui se détend. C'est-à-dire qu'une émotion peut avoir été vécue à la naissance, à 1 an, 2 ans ou à 5 ans. Tant qu'elle n'est pas transformée de cette manière-là, elle reste dans l'être humain comme une charge qu'on porte, qui ne nous empêche pas d'agir, mais qui limite grandement le champ de nos possibles. Voilà, ça c'est les 2 premiers outils dont je voulais vous parler, parce que ce sont les moyens qui me paraissent la clé de voûte, pour moi, d'une transformation intérieure, d'une exploration. J'ai presque envie de parler d'exploration, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'un accompagnateur pour faire ça. On a besoin d'avoir compris comment ça marche et de le faire quand ça arrive, quand on en a besoin. Le deuxième élément, pour moi, c'est la question fondamentale de la pensée. Là, je souhaiterais, je me tourne vers Charlotte, réhabiliter la pensée, parce que ce matin, elle me disait « Oui, je réfléchis trop ». Je dis « Non, on réfléchit jamais assez ». Parce que je pense qu'on a réellement besoin de pouvoir penser, et de pouvoir penser de manière globale. Ça veut dire que je pense qu'il y a 2 aspects dans la pensée, une pensée qui est logique, et une pensée qui est plus intuitive, une pensée qui serait plus cerveau droit, une pensée plus cerveau gauche. Je vous renvoie aux travaux, alors je dois l'avoir noté dans ma bibliographie, d'une chercheure, une neurologue américaine qui a eu un AVC de son cerveau gauche et qui raconte les effets que ça a, la fin de l'activation de tout son cerveau gauche, et elle devient son cerveau droit. Dans son cerveau droit, c'est un cerveau où il n'y a plus de temps, tout est parfait, tout est heureux, mais elle n'a plus de notion de temps et elle est plus capable de formuler des phrases et de comprendre ce qu'on lui dit. Mais elle est heureuse. Elle est dans une espèce d'état d'éveil, de béatitude, mais elle n'est plus capable de penser, puisqu'elle a perdu la structure logique. Et pour moi, je suis très court, mais l'idée de la pensée, c'est de pouvoir réassocier une pensée qui soit plus intuitive et une pensée qui soit logique, et pas opposer l'un et l'autre. J'ai l'idée qu'il y a une association des deux qui permet à la pensée d'être au-delà de ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Parce que soit on développe une pensée extrêmement logique, très, très structurée, mais on oublie bien souvent d'avoir une pensée qui est intuitive. Et il s'agit là, du coup, d'aller explorer aussi, et j'en parlerai certainement après, de ce que c'est que l'intuition. Mais cette pensée logique et intuitive, pour moi, ne doit pas être coupée du sentiment. Et c'est là où il y a un biais majeur qui est en train de se dérouler, que je vois en train de se dérouler, c'est que on a une confusion, aujourd'hui, pas dans tous les milieux, mais une confusion sur le fait que la pensée soit quelque chose de dangereux. J'entends souvent, dans les stages que j'organise ou auxquels je participe, il faut pas que je pense, j'ai un problème avec ma pensée, je pense trop. Et en fait, on a une confusion énorme, c'est que la pensée dont il est question, c'est une pensée névrotique, une pensée qui est teintée par des émotions qui viennent du passé et qui nous fait avoir un raisonnement qui tourne un peu en rond et qui fait qu'on se croit, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, on est dans son mental. Et c'est une erreur. C'est une erreur, si vous voulez. Ce mental-là est une partie d'un mental émotionnel. Mais ce n'est pas le problème de penser comme. C'est-à-dire qu'on pense de manière émotionnelle et on croit que c'est la pensée qui a un problème. La pensée émotionnelle n'est pas un problème, elle a une racine, elle a une origine. Elle a une origine dans ces charges émotionnelles non guéries. Et c'est pas, du coup, on n'a pas à couper notre pensée. Et je mets ça dans un des pièges majeurs que je vois se dérouler sous mes yeux aujourd'hui. C'est qu'il y a un déferlement d'ouvrages qui étaient présents sur les stands de la librairie, dans les radios, qui nous invitent à cesser de penser, à arrêter de penser. Et vous verrez que je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que ça fait l'impasse sur l'origine même du blocage. Moi, je vous invite vraiment à explorer les blocages. C'est-à-dire que si on a une pensée névrotique, alors, il se trouve que j'accompagne des personnes qui ont des pensées névrotiques très lourdes, par exemple des pensées suicidaires. C'est pas en refusant la pensée suicidaire qu'on va résoudre le problème. On aura beau vouloir couper la pensée et se forcer à pas penser,
le problème ne sera pas résolu. Or, c'est pour moi l'idée même de ne pas penser et de refuser d'aller explorer ce qui se passe, c'est une tragédie humaine. Parce que j'entends, et là je me sens, j'ai l'impression de dénoncer, comme les gens qui dénoncent les effets du glyphosate, le glyphosate de l'esprit, c'est-à-dire que cesser de penser, c'est dramatique. On est en train de nous balancer dans les médias via les firmes qui sont toutes contentes de nous proposer des outils de méditation de pleine conscience, un truc absolument immonde qui est en train de dire aux humains d'arrêter de réfléchir et de penser parce que c'est pas bien de penser. Alors évidemment, il y a des subtilités, mais au final, ça se traduit par ça. C'est-à-dire que l'idée qu'il ne faudrait pas réfléchir et pas penser. Et moi, je vous fais la proposition inverse, explorez vos pensées, ne les fuyez pas, parce que dans vos pensées névrotiques, il y a la solution à vos problèmes. Parce qu'il y a les émotions qui sont cachées, il y a la solution. Et il s'agit bien de comprendre que la proposition qui est faite d'être conscient de ce qui se passe en soi est fondamentale. Je propose un des outils de méditation naturelle qui est l'exploration justement de ce qui se passe en soi. Il s'agit bien de s'arrêter un temps pour explorer ce qui se passe à l'intérieur de notre être, mais de l'explorer réellement, et ne pas s'arrêter simplement à dire « j'arrête de penser, je regarde mes pensées passer et je ne veux plus rien ressentir ». Parce qu'on se coupe de toutes les charges émotionnelles qui ont été refoulées. Et ce mécanisme-là est en train de s'abattre comme une vague sur l'esprit français, et pas que français, européen, j'ai envie de dire. Et pour moi, c'est un piège majeur dans lequel je vous invite à ne pas tomber. On ne peut pas, quand on a une connaissance de l'inconscient, faire le pas aussi vite et dire il suffirait d'arrêter de penser pendant 20 minutes par jour pour que tout d'un coup on devienne des êtres exceptionnels. On reprend des outils qui viennent des traditions asiatiques avec la méditation, qui étaient des outils destinés à créer un état d'éveil chez les pratiquants, comme des outils qui nous rendraient encore plus opérationnels pour aller travailler dans les entreprises où on nous demanderait d'être encore plus calme et plus efficace. Ce sont donc bien des outils présentés comme des moyens de refouler les émotions qui nous dérangent. Et je vous invite vraiment à réfléchir à l'enchaînement de ce que je vous propose. C'est-à-dire que les pensées qui nous gênent, ces pensées névrotiques qui nous rendent insomniaques, sont le moment où notre être est en train de nous dire « mais ça ne va pas ce que tu es en train de faire, ta vie ne te convient pas, ou ce que tu as vécu avec telle personne ne va pas », parce qu'on n'a pas eu le temps de s'arrêter dans la journée et que le cerveau essaie, notre être essaie, c'est pas notre cerveau, c'est notre être qui essaie de s'en occuper à un moment où on est disponible. C'est souvent au moment où on s'endort, ou au milieu de la nuit, ou le matin. Et au lieu de s'en occuper, on veut se rendormir, donc on va prendre ou des médicaments, ou on va vouloir absolument arrêter de penser. Non, explorer, moi je vous invite à explorer à ces moments-là ce qui se passe en vous, et voir que derrière les pensées d'angoisse, il y a des émotions qui sont refoulées. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc ça, ce point-là pour moi est vraiment très très important parce que j'en vois les effets sur les personnes que j'accompagne et ça a une dizaine d'années à peu près. Ça a une dizaine d'années et il y a 15 ans, on ne parlait pas de ne pas penser. C'est écrit, il y a des livres, il y a écrit « ne pas penser ». Si on le prend au pied de la lettre, c'est dramatique. Si vous voulez créer un système totalitaire très bien abouti, qu'est-ce qu'il faut faire ? Empêcher les gens de penser par eux-mêmes. Et qui va être enclin en plus à vouloir arrêter de penser ? Ce sont souvent des gens qui sont dans une recherche d'une alternative, qui sont en quête de quelque chose qui leur permettrait d'être mieux ou plus adaptés, enfin en tout cas d'aller mieux dans le monde dans lequel ils sont. Donc ça s'adresse à ceux qui seraient à même de transformer le monde, qui cherchent, et on leur donne un outil machiavélique. Voilà. Donc le troisième point, qui pour moi, un troisième moyen, un troisième outil qui me paraît intéressant, c'est reconsidérer le désir, non pas comme quelque chose de terrible et d'horrible, comme dans la tradition judéo-chrétienne, et de cesser de voir le désir comme quelque chose d'horrible. Évidemment, je parle d'un désir profond, un désir qui n'est pas un désir superficiel de consommation pour répondre justement à nos émotions refoulées en allant acheter le dernier gadget à la mode. Non, je parle de désir extrêmement profond. Ce qu'on aimerait réellement réaliser dans sa vie. Les choses qu'on n'ose pas faire, les envies les plus profondes qu'on a, ces désirs qui nous donnent envie de bouger les montagnes. Les désirs qui ont animé, par exemple, Martin, quand il nous envoyait un mail en nous disant « on fait quelque chose », et puis qui a fait qu'aujourd'hui on est là et qu'on a été nombreux à se réunir et que son idée, sa proposition a été reprise. Ce sont ces désirs-là, moi, qui m'intéressent, parce qu'ils sont fondamentaux.
On a réellement besoin de réhabiliter les désirs les plus profonds qu'on a au fond de nous. C'est aussi, en même temps qu'on réhabilite le désir, arrêter la guerre qu'on a et qu'on mène contre soi. La guerre contre soi, c'est tous les rituels qu'on s'inflige, tous les rites auxquels on s'astreint, toutes les postures qu'on pratique parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire telle ou telle posture pour se détendre ou pour aller bien, sans se poser la moindre question sur la validité de celui qui la propose, si ce n'est que c'est dans une tradition orientale ou si ce n'est que telle personne a dit que c'était bien. Alors souvent on le fait pour tester, mais je le répète, la plupart du temps quand on fait ça, c'est parce que on n'a pas compris que les tensions qu'on vit sont des tensions d'origine émotionnelle, inconsciente. Et on aura beau tirer, c'est dans tous les sens, la tension reste. J'avais un kiné qui est ici, Gilles Bassileri, qui me disait c'est quand tu as une tension et une inflammation, ça ne sert à rien d'étirer. Il s'agit de trouver la position antalgique, la position de détente. Donc c'est vraiment cette idée d'arrêter, à la fois sur son propre corps, de mener une guerre contre soi-même. Une guerre qu'on va retrouver quand on s'alimente n'importe comment, par exemple. On ne respecte pas notre propre corps. Quand on se donne des tas d'obligations dont on n'a pas envie. C'est-à-dire que c'est ce tri-là qu'il s'agit de faire, de décider ce qui est réellement important dans sa vie et qu'est-ce qu'on va mettre en priorité. Le quatrième point qui me paraît essentiel, c'est revaloriser la curiosité, l'esprit critique et la recherche de la vérité. La plupart des émotions refoulées qu'on vit nous amènent à adhérer à des systèmes de croyances. Alors je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. C'est à la fois simple et complexe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a refoulé nos émotions et qu'on s'est bloqué, on a une vision du monde qui était certainement faussée. Et pour essayer de comprendre le monde, on adhère à des solutions extérieures, à des croyances. Vous pouvez bien comprendre que quand on tombe dans la haine de l'autre, la xénophobie, ça procède bien d'émotions qui ont une origine et qui, ces émotions refoulées non conscientes, nous amènent à adhérer à des idéologies racistes ou xénophobes. Et la plupart du temps, en tant qu'humain, on adhère à des idées sans même les avoir examinées et sans même avoir pris le temps de regarder la valeur de chaque élément. Est-ce que c'est intéressant pour ça? Tels éléments sont intéressants. Là, on peut être critique. Et il me semble qu'on a nécessité à continuer de garder cet esprit que nous avons, de l'esprit critique, qui est une particularité, j'ai l'impression, française, où on est capable d'être critique et d'oser regarder les éléments, d'oser les critiquer, non pas pour détruire l'autre, mais pour avancer. Parce que derrière la recherche de la vérité, là je vais reprendre les idées d'Emmanuel Juste Duit, qui est un ami philosophe qui est venu il y a quelques mois, il y a un an à peu près à Colmar. Il y a l'idée de relativisme. Alors je vais être très, très court. Le relativisme, c'est l'idée qu'il n'y a pas de vérité et que tout se vaut. Je vais être encore plus court en disant qu'en gros, suite à toutes les guerres de religion, on a préféré, pour vivre ensemble, cesser de chercher une vérité commune. Et on a décidé qu'on pouvait vivre ensemble en acceptant que chacun avait sa vérité. Moi, je suis chrétien, toi, tu es musulman, et chacun a sa vérité, et il s'agit de cohabiter ensemble. Et il me semble que ça a fonctionné. Ça a fonctionné jusqu'à un certain point qui, à mon avis, est aujourd'hui un seuil critique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. Il y a trop de questions qui sont en suspens. Et si on n'a pas de direction, d'envie commune, on va chacun dans des directions différentes. Les uns voudront un monde régi par tel et tel dogme religieux, les autres voudront un monde matérialiste, scientiste, les autres voudront un monde chrétien, et on n'a plus de direction commune. Donc c'est un peu la loterie, et c'est un peu la loi du plus fort qui l'emporte. Mais à mon avis, on ne peut plus faire l'impasse sur la discussion, sur l'échange, sur la réflexion de où on veut aller. Et je pense que la transition est un moyen, un lieu où on peut réfléchir aux directions qu'on veut donner. Et si on se retrouve, c'est parce qu'on a bien une idée d'une direction qui serait un endroit où l'être humain, la nature, le vivant sont respectés. On ne sait peut-être pas encore trop comment, on a des tas de pistes, on voit bien qu'on peut faire des tas d'actions, mais il s'agirait aussi de réfléchir à quel, au fond, quel monde on veut demain et quelle forme on veut lui donner.
cette recherche de la vérité, on peut aussi l'appliquer dans l'exploration scientifique de soi-même. C'est-à-dire ne pas avoir peur de vouloir convaincre l'autre, de discuter de son point de vue, non pas, je rappelle, pour l'obliger à nous obéir, mais parce que ce qu'on dit a du sens et qu'on y croit. Et on y croit parce qu'on l'a vérifié peut-être de manière scientifique. Et on est aussi prêt, par le doute qu'on a, à changer de point de vue. C'est-à-dire que si on est prêt à faire valoir ce qu'on pense, on est aussi prêt peut-être à entendre les arguments de l'autre. Et ça, c'est une posture qui, à mon avis, peut nous aider à la fois dans les couples, dans les familles, mais aussi à un niveau collectif, de trouver une issue possible au désastre écologique qui nous attend en quelque sorte. Et puis cette posture-là, du droit à la critique, du droit à la réflexion, à la recherche de vérité, nous permettra peut-être aussi de sortir des rapports de domination et de soumission. Parce que c'est un des pièges dans lesquels nous tombons facilement les humains, c'est de croire qu'il nous faut un sauveur ou un guide et qu'on est obligé d'être soumis à des autorités qui vont décider à notre place. Et ça, c'est aussi très fortement lié à toutes ces charges émotionnelles acquises au cours de l'enfance qui font qu'on a été habitué à obéir à des autorités. Or, c'est absolument pas le cas, on n'a aucune raison, on peut être des êtres autonomes, et c'est l'invitation que je fais. C'est-à-dire qu'un des moyens, c'est de retrouver son autonomie intérieure pour pouvoir commencer à réfléchir par soi-même ou collectivement et trouver les solutions qui nous conviennent, et pas celles que des autorités extérieures auraient choisies pour nous. L'exploration scientifique aussi de soi, donc quand je dis scientifique, c'est faire confiance dans l'exploration de ce qu'on vit, de ce qui se passe en soi, faire confiance aux émotions qu'on ressent, permettrait aussi, à mon avis, de sortir d'une confusion que j'observe chez certains de mes contemporains. C'est la confusion, l'application, si vous voulez, de ce qu'on appelle les états d'éveil. Vous avez dû entendre parler d'états d'éveil qu'on connaît dans le monde asiatique, où on entend parler de grands sages pour lesquels tout est parfait et on les sent complètement illuminés. Puis on a l'impression que c'est réservé à eux. Or, ils vivent une forme d'état d'éveil. Il existe plusieurs états d'éveil, d'états d'expansion de conscience. Et il y a un glissement qui se fait, qui est de croire que cet état-là, où tout est parfait, le monde est parfait, on doit l'appliquer de manière logique. Et j'entends beaucoup de personnes autour de moi me dire « Ah, mais tout est parfait, les choses sont à leur place ». Alors évidemment, nous vivons des épreuves peut-être pour nous transformer, mais ce n'est pas parce que ça paraît, à un certain niveau de ces d'être éveillé, ça paraît parfait, que ça l'est forcément. Je ne sais pas si je suis très clair sur cette question des états d'éveil, vous pourrez éventuellement me questionner. J'essaie d'être à la fois le plus précis et de balayer l'ensemble des questions de ces enjeux, parce que ce sont des choses que j'ai observées, de personnes qui me disaient « Ah, mais tout est parfait, j'ai plus rien à faire », qui appliquaient un état d'éveil qu'elles ne vivaient pas, mais qu'elles avaient lu dans des livres, qu'elles avaient vu chez des êtres éveillés, et qu'elles ne vivaient pas elles-mêmes. Et c'est un piège que j'ai observé. Le cinquième point qui me paraît important, dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais c'est réellement guérir de ces blessures inconscientes. C'est prendre le temps de guérir ces blessures inconscientes. Alors j'y reviens parce que ça a des conséquences énormes, la guérison de l'inconscient. C'est cesser de croire que ce qu'on vit relève uniquement de l'autre. Par exemple, c'est prendre conscience que dans les relations qu'on vit, on a énormément de phénomènes transférentiels. Je vous renvoie à Freud pour des explications plus abouties du transfert, mais c'est l'idée que nos proches, les figures d'autorité, nos chefs, etc., sont l'image de ce qu'ont été nos parents ou les autorités quand on était enfant. Et qu'on va constamment chercher à réparer ce qui n'a pas eu lieu quand on était enfant. Donc classiquement et tragiquement, les femmes qui ont été battues dans leur enfance ou qui ont été maltraitées par leurs parents vont rencontrer des partenaires qui les maltraitent. Parce qu'elles essaient inconsciemment de réparer ces blessures qu'elles portent en elles. Sauf que tant que ce n'est pas conscient et qu'on n'a pas compris qu'il y avait un mécanisme transférentiel, on passe à côté. Donc il est pour moi très important qu'en tant qu'humain, on comprenne ces mécanismes de transfert et de projection. Parce qu'on peut aussi avoir une émotion et l'attribuer aux autres, alors qu'elle relève uniquement de notre propre processus intérieur. Donc cette connaissance fine de nos blessures, cette guérison de nos blessures est très importante, parce qu'on en porte tous à des degrés variables, on n'a pas tous le même passé, mais il me semble important d'en avoir conscience. Et dans les personnes que j'accompagne, dans les couples que j'accompagne, ou dans les personnes qui sont dans des institutions, qui travaillent avec des chefs, c'est souvent très intéressant de voir à quel point, à partir du moment où les phénomènes transférentiels sont conscients, les relations avec les autorités changent. Parce qu'on n'est plus du tout dans cette recherche d'attente,
d'un père, par exemple, quand on a un chef qui est maltraitant et qu'on voudrait que le chef soit bien traitant. Ça n'empêche pas la réalité de la maltraitance et du harcèlement. C'est deux niveaux différents. L'autre possibilité, l'autre importance de l'exploration du passé, de l'inconscient du passé, c'est la possibilité d'utiliser les ressources de l'intuition. Alors l'intuition, j'en parlais tout à l'heure avec Pierre au repas, je lui rappelais que c'est quelque chose de complexe parce que dans mes lectures et dans ma pratique, on me raconte beaucoup de rêves prémonitoires. Et des rêves avec des détails tellement précis qui sont répétés. Je me rappelle une personne qui a rêvé 2 fois le même rêve. Et ensuite, la réalité rattrape le rêve et la personne voit ce qu'elle a vu dans son rêve. Et ce sont pas il n'est pas possible, au vu des détails, que ce soit un phénomène de hasard ou simplement un phénomène on verrait dans notre rêve les éléments, on retrouverait dans le réel les éléments qu'on a vus dans notre rêve. Je vous renvoie là-dessus aux travaux de Bertrand Meust, qui a travaillé sur le cas d'Alexis Didier, qui était un voyant au XIXe siècle. Il y a tout un ouvrage là-dessus qui est absolument remarquable. Et je vous renvoie d'ailleurs de toute façon à tous les travaux de Bertrand Meust sur les questions dont je vais parler après, parce que c'est fondamental. Et pour moi, il est très important de voir que l'intuition est une porte d'accès possible à des futurs. Autant que ça. Alors je ne sais pas comment ça marche, pourrais faire que des suppositions, mais il est clair que les phénomènes de médiumnité fonctionnent. On a ce talent-là, plus ou moins développé, et ça pose question sur ce que c'est que le futur. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être réfléchir à notre modèle qui voudrait qu'il n'y ait pas de futur. Parce que pourquoi, à un certain moment donné, des personnes voient le futur ? Je vous renvoie vraiment, si vous avez envie d'en savoir plus, aux travaux de Bertrand Meust sur ce sujet-là, parce que ça questionne réellement ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que des futurs sont possibles, et parfois on est peut-être capable d'en capter certaines bribes. Est-ce que parce qu'on les capte, ça va se réaliser ? Oui, ça ouvre des tas de questionnements. Mais toujours est-il que les faits sont là, et que les témoignages abondent de personnes qui sont capables de percevoir des futurs. Alors est-ce que, parce qu'ils l'ont perçu, ils le font advenir ? Il y a des cas où ce n'est pas le cas. Je pense à une sœur qui avait vu très clairement l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale dans les années 20, ou même avant la Première Guerre mondiale. C'est un cas qui est cité par Bertrand Meust, j'ai oublié le nom. Alors le 6e point que je voudrais aborder, c'est la création de réalité. C'est un phénomène que j'ai découvert il y a une 20aine d'années et qui est arrivé des États-Unis. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler sous le terme de loi d'attraction. Ça vous dit quelque chose ? Vous voyez, qui font oui de la tête. Alors ça revient à la mode aujourd'hui, mais moi il y a 20 ans je trouvais ça intéressant et complètement loufoque, et j'ai laissé tomber, parce que je me disais c'est n'importe quoi. Alors en quoi ça consiste ? L'idée de la création de réalité, c'est que nous sommes des êtres dits divins, des êtres extraordinaires, et on a une potentialité que ça serait de créer notre réalité et créer la réalité que l'on souhaite. Ça paraît logique, c'est-à-dire que si on a peur de quelque chose, il y a des grandes chances que ça advienne, alors sous quelle forme et de quelle manière. Mais les Américains sont allés plus loin et ont vraiment développé cette idée-là qu'on peut vraiment faire advenir ce que l'on souhaite. Le problème, c'est que les Américains l'ont fait sur un modèle matérialiste. C'est-à-dire que l'objet même de cette création de réalité était d'avoir une grande maison avec une piscine, plein de voitures, une belle femme ou des beaux maris. Voilà. C'était appliqué au rêve américain. Or, est-ce que c'est ça le but de la vie, d'avoir une belle maison, une grande voiture ? Pourquoi pas ? C'est un des aspects de la vie d'être dans une maison agréable, et c'est important, mais il me semble que cette question de la création de réalité est fondamentale parce qu'elle pose la question de notre intention. C'est-à-dire que l'intention qu'on émet va peut-être, ou va, créer un futur qui correspond à ce qu'on souhaite. Sauf que les Américains qui proposent ces livres le font tout à la force de la volonté. Alors ça marche, visiblement. Certaines deviennent très riches, ou ont une réussite dans les domaines amoureux, enfin ce que vous voulez. Mais ils le font à force de répétition. Ils se conditionnent à se répéter comme la méthode Coué, 15 fois par jour. Je réussis tout ce que j'entreprends. Enfin bref, vous voyez le topo, il se force à être positif. Et moi, j'arrivais pas du tout à rentrer là-dedans quand je lisais ça. Je trouvais ça incomplet. Mais évidemment que c'est incomplet parce que ça ne tient pas compte de 2 autres aspects de l'être humain, qui sont l'inconscient. C'est-à-dire qu'on est agi par des forces inconscientes qui sont parfois bien supérieures en termes de création. Elles nous agissent bien plus que notre conscient.
Et il s'agit donc réellement là à nouveau de les guérir. Et puis, je pense qu'on a une part de nous supraconsciente. Et là, je suis amené, du coup, à imaginer un modèle d'humain pour lequel la conscience n'est pas que le fruit de ces neurones. La conscience, pour moi, humaine, n'est pas que le fruit d'un assemblage extraordinaire de neurones qui sont des milliards et qui s'agiteraient entre eux. Et là aussi, je vous renvoie à Bertrand Meust et à ses travaux remarquables sur ce qui s'est passé avec le somnambulisme médiumnique. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, je vais vous faire un petit retour historique. Juste avant la Révolution française, il y a un chercheur, un savant autrichien qui présente Mesmer, voilà, qui amène des personnes en état de transe. Ça va être l'ancêtre de l'hypnose, si vous voulez, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et ces personnes en état de transe se guérissent de maladies. Et l'Académie royale, avant la Révolution, dit non, ça ne marche pas, c'est pas ça, c'est n'importe quoi. Et c'est pour à peu près mis de côté. Et puis, juste après la Révolution, il y a un marquis, un ancien militaire qui s'appelle Puységur, qui s'empare du sujet, qui va l'étudier de manière très sérieuse, parce qu'il a de l'argent, du temps. Et il va mettre plein de personnes dans son entourage dans cet état de ce qu'il va appeler le somnambulisme médiumnique, ou le sommeil magnétique, parce qu'il faisait des passes magnétiques pour mettre les gens en état de transe. Dites-vous que c'est de l'hypnose, si vous voulez comprendre. Et dans cet état-là, ce qui arrive va dépasser la raison, la logique et la possibilité de comprendre ce qui se passe. Je vous renvoie vraiment aux travaux de Bertrand Meust, parce que c'est extrêmement détaillé, c'est toute sa thèse qui parle de ça. Alors vous me permettrez d'être concis pour résumer une thèse, c'est pas évident, mais je vais essayer d'aller sur les points essentiels. Dans cet état de transe, les premières personnes qui vivent ça se mettent à dire des choses absolument d'une grande sagesse. Certaines sont capables d'indiquer où se trouvent les plantes qui vont les soigner. D'autres sont capables de répondre aux injonctions télépathiques de celui qui les a mis en état de transe. C'est-à-dire que celui qui a utilisé le sommeil magnétique et la personne qui est en transe est capable de répondre aux injonctions, de lever le bras. Elle ressent sur son corps si on pince celui qui l'a magnétisé, etc. Des tas de phénomènes qui montrent que la conscience n'est certainement pas localisée dans le cerveau. Et les expériences les plus abouties vont avoir dans les années 1830, où certains sujets, les yeux bandés, complètement calfeutrés, vont être capables de lire des livres, lire des choses, de voir des choses sans pouvoir les voir. Alors évidemment, ça va faire énormément de débats. Il y a toute une littérature que Bertrand Meust a analysée, qui pose question. L'Académie de médecine s'empare du sujet, les débats sont extrêmement vifs pendant presque 20 ans. Les médecins expérimentent tout ce qu'ils peuvent pour essayer de comprendre comment ça marche. Et c'est une histoire de la pensée humaine absolument passionnante que moi je ne connaissais pas avant d'avoir lu ces ouvrages. Et l'Académie de médecine va décréter que ça n'existe pas et que le sujet ne mérite pas d'être étudié. Ce faisant, à mon avis, on a fermé une porte absolument essentielle de la psyché humaine, parce que ce qui se fait produit dans ces états de transe-là dépassait ce qu'on connaît, dépassait ce que la raison connaît aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas d'explication. Et les phénomènes étaient ce qu'on appellerait aujourd'hui des phénomènes paranormaux, avec des choses absolument incroyables qui dépassent l'entendement. Et les gens qui le faisaient, évidemment, avec une approche scientifique qui n'était pas assez élaborée, mais la plupart avaient vraiment une volonté de comprendre et étaient extrêmement rigoureux en réalité sur leur procédure pour essayer de comprendre ce qui se passait, parce qu'eux-mêmes n'y croyaient pas. Et le cas d'Alexis Didier est extraordinaire. Et je reviens à ça parce que pour moi, il est important d'explorer ces zones-là, ces zones de métapsychique ou de paranormal. Non pas parce que ça serait une quête d'un nouveau pouvoir, non, mais parce que ça fait partie certainement de l'être humain et qu'on a là peut-être des réponses. Une des réponses, à mon avis, elle est dans les comptes rendus qu'on lit de ces personnes en état de sommeil médiumnique, c'est-à-dire qu'on a la sensation qu'ils connectent à une partie d'eux-mêmes qui est plus qu'eux. Et ils témoignent de ça, ils témoignent du fait qu'ils se sentent davantage eux-mêmes en état de sommeil que quand ils sont simplement des êtres conscients. Les femmes, en 1810 à peu près, les premières qui sont dans cet état-là, des paysannes, des femmes illettrées, se plaignent d'être maltraitées par les hommes. Et elles disent « je me sens davantage moi dans cet état-là que quand je suis en état conscient ». Donc cette
j'ouvre cette porte-là pour aussi nous inviter à réfléchir hors de nos sentiers battus. C'est un des travers qu'on a, humains, c'est de rester dans nos zones de confort intellectuel et de ne pas arriver à aller voir ce qui existe en dehors de notre zone. On va rester dans des univers qui nous sont sécures, et je vous invite vraiment à aller faire des explorations dans les univers des autres pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et j'avoue que moi, l'exploration de ces mondes-là est assez surprenante et m'invite à vous partager ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, on a une solution, on a peut-être des solutions dans l'exploration de ce que c'est que ce soi intérieur dont parlaient ces êtres en sommeil, ces personnes en sommeil lucide. C'est comme ça qu'ils l'ont défini. Et c'est une partie de ma tâche, si vous voulez, quand j'accompagne les personnes, c'est leur permettre, en réparant, en guérissant de leurs blessures, de reconnecter à qui elles sont réellement, pour devenir des êtres réellement authentiques, des êtres réellement puissants. Pour moi, un être qui est puissant n'a pas peur de ses émotions, n'a pas peur de sa colère. On parlait de cette colère, et quand moi je vois la disparition des abeilles, je suis à la fois profondément attristé et profondément en colère. J'ai absolument pas envie qu'on reste sans réagir. Et ma réaction n'est pas forcément d'aller tout casser ou de faire n'importe quoi, mais de s'arrêter, de réfléchir ensemble à ce qui est en train de se passer et à quelles sont les hypothèses qu'on a ratées. À quel moment on est rentré dans un monde scientiste et matérialiste qui nous amène à des délires. Alors là, je prends un risque en critiquant la vaccination, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont on ne parle pas, et moi, j'aimerais qu'on en parle. J'ai essayé d'organiser un débat à la Cité des Sciences, et il m'a été répondu que le débat ne pouvait pas avoir lieu parce que c'est un sujet qui ferait que les anti-vaccins sont violents et le débat ne pourrait pas avoir lieu. C'est pour moi surréaliste, et je vous invite à lire des ouvrages critiques sur la vaccination, parce que ce ne sont pas, à mon sens, des hurluberlus, ce sont des gens qui critiquent le modèle dans lequel on est entré, qui est un modèle scientiste, techniciste. Une des voies, on en a parlé ce matin, c'est le transhumanisme, un être amélioré par des techniques, avec des puces, avec des objets, et je ne pense pas que moi je ne souhaite pas ce monde-là pour moi, ni pour mes enfants. Et ce modèle scientiste, je le réfute, et je vous invite à réfléchir à ce que serait qu'un monde avec une spiritualité, un questionnement sur ce que c'est que la vie terrestre, une spiritualité qui soit basée sur la réflexion, la raison, l'intuition, et qui prenne les faits et qui les analyse jusqu'au bout. J'ai fait il y a quelques semaines une conférence sur la réincarnation, parce que je ne pouvais pas ne pas parler de ce sujet-là, qui est un sujet très clivant. Alors je prends le risque à nouveau d'en parler, pour l'avoir étudié vraiment en profondeur. Et aujourd'hui, les témoignages existent d'enfants qui racontent des souvenirs de vie passée. Et on ne peut pas, quand on étudie ces témoignages-là, faire comme si la question n'existait pas. Et vous sentez que, quand j'en parle, je suis animé d'un feu et d'une colère, parce que je pense qu'on passe à côté de domaines et de questions essentielles. Parce que si on intègre ces données-là, on a peut-être des clés d'une transformation qu'on ne peut pas encore imaginer. Je ne peux pas savoir ce que sera demain ni comment ça sera fait. On peut l'imaginer et on peut aller l'explorer par l'intuition. Et avec Yann Thibault, on l'a fait en grand groupe. On a fait des projections dans le futur par l'intuition. Alors les gens sont plus ou moins capables d'aller voir. C'est très intéressant d'aller voir les projections du futur positif. On peut s'imaginer, comme le proposait Martin, d'imaginer ce que serait un futur positif. Et c'est très important parce que si je tiens compte de la création de réalité, si on est capable de visualiser, d'imaginer un futur positif, peut-être, et je fais ce pari-là, qu'on doit pouvoir être capable de le faire. Et je terminerai avec 3 points. Le premier, c'est les questions de guérison, que j'ai beaucoup étudiées parce que j'ai affaire à parfois des gens qui sont malades, qui ont des graves maladies. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui guérissaient de manière spontanée, ou en utilisant des procédures de guérison alternatives, autres que le système médical classique avec les médicaments. Je me suis rendu compte que quand on étudie l'histoire de Pasteur, il y a des grosses remises en question sur Pasteur. Je vous renvoie au livre d'Éric Oncelet là-dessus. Et je vous renvoie aussi à un ouvrage très américain, mais qui est très intéressant sur certains aspects, pas sur tout. C'est Joe Dispenza, qui a eu un accident de voiture grave. Il avait tout le dos qui ne pouvait plus fonctionner. Et il a guéri. Il a guéri en s'imaginant guérir. Mais ce n'est pas le seul. Moi, j'ai rencontré dans cette enquête que j'ai menée sur les gens qui guérissent naturellement, alors elle n'est pas exhaustive, mais plein de personnes qui témoignent. Je pense à Françoise Girard, qui est une femme qui doit avoir maintenant 78 ans, qui a guéri d'un cancer en phase terminale. Je pense à Anita Morjani, qui a écrit un livre sur sa guérison en phase terminale d'un cancer. Et puis, j'en ai entendu plein autour de moi de personnes qui ont guéri. Alors, avec des outils et des situations très différentes, vous pouvez prendre les exemples à Lourdes.
les cas de guérison à Lourdes miraculeux où les plaies se referment et qui sont avérés avec des témoignages sérieux de médecins, etc. Donc on ne peut pas non plus faire l'impasse là-dessus, sur cette question de la maladie. Et la santé, pour faire court, n'est pas une fatalité. La maladie, si vous voulez, la maladie n'est pas une fatalité. Simplement, je pense qu'on ne comprend pas tous les mécanismes à l'œuvre. Il me semble qu'il y en a 3. Il y a ce qu'on mange et l'environnement extérieur, les pollutions. Il y a les questions d'inconscient refoulé qui créent les maladies. Et puis il y a le désir de guérir et de créer une réalité qui correspond à ce qu'on souhaite. Joe Dispenza a vraiment développé l'aspect volonté de guérir. Il explique comment il pense qu'on modifie la structure de l'ADN. Et donc, on a peut-être là une piste qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'on pourrait remettre en cause complètement notre modèle actuel de la santé. Voilà. Et puis, je vous renvoie aussi, je ne peux pas explorer, détailler plus, aux travaux de Hammer, du docteur Hammer, qui a été très controversé pour ce qu'il a trouvé, puis parce qu'à une partie de sa vie, il est devenu antisémite et qu'il a eu quelques délires sur la question juive. Mais je peux vous renvoyer aux travaux du docteur Moirot, qui est mort dans la pauvreté, qui a fait tout un travail sur le lien entre le psychisme et la maladie. Si vous voulez, il y a tout un ensemble de médecins qui ont travaillé sur ces questions-là, qui ont exploré le sujet, et il est fondamental de les connaître pour comprendre que nous avons un potentiel de guérison, de transformation insoupçonné. Je prends ça pour illustrer la question de la création de réalité, pour vous montrer que cette création de réalité est fondamentale parce qu'elle peut être appliquée à un domaine qui jusqu'à présent semblait nous échapper. La maladie étant vécue comme une fatalité, un hasard, des microbes qui nous attaqueraient, alors que c'est peut-être autre chose qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Voilà. L'autre point qui me semble très important, c'est que la transformation, que j'observe chez les gens qui viennent me voir, elle est souvent liée à ce que j'appelle, ironiquement, si vous voulez, les 5 bénédictions. Alors pour les gens qui le vivent, ce ne sont pas des bénédictions, ce sont même plutôt des tragédies. Ce sont les séparations, les pertes de proches ou soi-même quand on touche à des accidents graves et qu'on manque de mourir. La perte d'emploi dans nos sociétés qui sont basées sur l'idée du travail. La perte d'emploi, c'est une perte totale. Pour beaucoup, c'est la fin de la possibilité de survivre dans ce monde. La maladie, justement, et les accidents. Et j'ai l'impression qu'on fonctionne quand même encore par crise et que les crises sont un moyen qu'on a, à la fois individuel et collectif, de prendre conscience de ce qu'on vit, un moyen de se transformer. Alors peut-être pourrait-on éviter un jour de vivre des crises aussi douloureuses. Je nous le souhaite, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on y est encore abonné pour un petit moment et qu'elle nous invite, en tout cas, dans cette transformation, à mon sens, à retrouver qui on est réellement. Et je pense que nous sommes tous des êtres extrêmement puissants, au-delà de ce qu'on imagine, qu'on est peut-être au balbutiement de quelque chose qui est à construire. Et je souhaiterais, moi, avec d'autres, le construire avec tout le potentiel qu'on a en Europe et en France d'une pensée qui est complexe, qui est capable d'analyser, qui est capable d'être critique, et qu'on puisse du coup envisager de créer un monde, non pas un monde catastrophique et scientiste qui est en train de s'effondrer, mais peut-être laisser à nos générations des pistes de transformation. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire et je laisse la place aux questions. J'espère ne pas avoir été trop dense, mais j'avais envie de tout aborder, même si parfois j'étais un peu rapide. Merci. Le micro arrive. Je voudrais savoir comment vous vous situez par rapport à la psychanalyse. Je m'en sens un des descendants. Un descendant. Pour moi, c'est très important dans la découverte des fonctionnements psychiques. Je pense qu'on est moi, je me sens très redevable de ce qui a été fait. Simplement, j'ai exercé mon esprit critique. J'ai lu Alice Miller et les ouvrages critiques sur la psychanalyse. On peut lire Onfray ou le livre noir de la psychanalyse, mais il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il s'agit de chercher ce qui était intéressant et ce qu'avait trouvé Freud et qu'est-ce que lui aurait fait avec s'il était à notre place. Pour moi, c'est une donnée fondamentale, une découverte fondamentale, et je sais gré à mes prédécesseurs d'avoir œuvré à essayer de décortiquer l'âme humaine.
Mais dans votre pratique professionnelle, vous vous en êtes éloigné d'une certaine manière. Je ne pratique pas de cure psychanalytique, non. Mais par contre, j'amène les personnes à vraiment explorer leurs blessures personnelles et de ne pas faire l'impasse sur ce qui a été vécu dans l'enfance. C'est pour moi une nécessité. Sinon, on est dans le déni, on veut s'inventer une belle histoire. Ça arrive. Je nie pas qu'il y a je pense qu'il y a des personnes qui vivent des enfances très heureuses. Je pense à André Stern, mais la plupart peut-être c'est pas de ma pratique, mais je croise beaucoup d'humains qui ont vécu des souffrances, même avec des parents les plus gentils du monde. Donc l'idée d'aller voir ce qui s'est passé en nous quand on était enfant me paraît très important. Voilà, c'est mon positionnement, oui. Vous avez cité Freud, mais il n'y a pas que Freud. Ah non. Surtout en France. Donc, voir par rapport à... Et quelle est votre question, du coup ? C'est pas une question, il n'y a pas que ça. Donc, vous nous avez parlé que de Freud. Oui, j'ai été un peu synthétique. Ouais. J'aurais pu parler de Reich, de tous les autres, il y en a tellement. C'est un long mouvement qui, pour moi, et je me revendique de ce mouvement-là, c'est le mouvement de l'Occident, d'avoir osé aller explorer l'inconscient par rapport à tous les peuples qui ont existé sur Terre. On a été un de ceux qui ont osé explorer, comprendre le psychisme en voyant que ce qu'on vivait enfant avait un impact sur l'adulte. Quelle autre civilisation l'avait fait avant de cette manière-là ? D'autres peuples ont trouvé d'autres choses, mais nous, c'est notre spécificité occidentale et je la revendique et j'en suis fier. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui. Oui, Michel. Attends, tu vas avoir le micro qui arrive. Attends le micro. Et qu'est-ce que tu penses de l'inconscient collectif et surtout l'inconscient familial ? Je ne sais plus comment on le nomme. Quand de génération en génération, semble-t-il, on supporte les problèmes de... Sur l'inconscient collectif, je ne l'ai pas assez étudié, je ne me prononcerai pas. C'est vrai que je préfère ne rien dire quand je n'ai pas un avis. Pourtant, j'ai lu Jung, mais je n'ai pas assez exploré. Je pense qu'on a, dans ma vision, en ayant étudié les vies antérieures, les questions de NDE, je vois plus des charges mémorielles qui se transmettent de vie en vie. C'est ma vision et je tiens à la partager par le fait que j'ai étudié les questions de la réincarnation, notamment par les enfants qui ont des souvenirs. Ça pose tellement de questions, il y a peu de réponses. Pour l'inconscient familial, oui, le transgénérationnel, ça fonctionne sous forme de mémoire et d'ambiance. C'est-à-dire quand on grandit dans une ambiance familiale où les femmes sont maltraitées, eh bien l'attitude des femmes se transmet par imitation. Et donc, hier, elle parlait de la modification génétique. Et oui, ça doit modifier par l'épigénétique. L'environnement modifie l'attitude des enfants, donc du coup, de la génération suivante. Et dans ma pratique, moi, je sais qu'il arrive de remonter sur plusieurs générations pour pouvoir imaginer une mère changer. Dans le scénario de guérison, un des outils que j'utilise, il faut parfois remonter sur 2-3 générations pour imaginer que la grand-mère n'a pas vécu tel traumatisme et que la grand-mère ayant été guérie, la mère, l'arrière-grand-mère, la mère, la grand-mère, etc., et on redescend, pour pouvoir imaginer avoir une mère aimante. Oui, ça laisse des traces, évidemment. Oui. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Michel. Mais... Oui, parce que certains prétendent que telle maladie est due à tel dysfonctionnement. Alors, j'ai mis ça dans l'inconscient tout à l'heure. Pour moi, la maladie, elle est liée à des facteurs inconscients, environnementaux, alimentaires. J'ai rencontré des gens qui ont guéri de la maladie de Lyme en mangeant cru. Il y a des témoignages de gens qui ont guéri, qui ont arrêté de l'évothyrox et qui ont leur thyroïde qui a refonctionné en mangeant cru. On ne peut pas les passer sous silence. C'est pas... Alors, ce que les gens se sont conditionnés en se disant « je mange cru, je guéris », c'est l'effet placebo, dont je vous renvoie au livre de Joe Dispenza, où des gens guérissent de maladies parce qu'on leur dit que le médicament va les guérir. Le fait que le médecin dise que ça guérisse, ça peut suffire à guérir. Donc si aujourd'hui, le psychisme humain est extrêmement puissant pour créer sa réalité, c'est ce que j'ai essayé de dire à travers la question de la maladie. Et cet aspect-là, on commence à peine à l'étudier, même si Émile Coué en parlait déjà. Voilà. Mais pour moi, les maladies j'ai 3 aspects. Les questions alimentaires et environnementales, les questions inconscientes, transgénérationnelles, j'émets même l'hypothèse de transmission de vie, de problèmes karmiques, puisque je l'ai lu, je l'ai observé. Donc j'en fais l'hypothèse. C'est très difficile à valider, vous vous doutez bien. Valider les vies antérieures, c'est super compliqué. C'est un truc quasiment impossible peut-être à valider.
En tout cas, je fais cette hypothèse-là, que les maladies ont une origine inconsciente. Et est-ce que c'est... Après, on peut se poser la question, est-ce que les maladies, c'est une fatalité? Est-ce que c'est la personne qui, au moment où elle s'incarne, choisit à un moment donné, alors ça serait imaginé, choisit de vivre une maladie pour apprendre quelque chose? Et c'est souvent ce que les gens, au sortir d'une grave maladie, quand ils l'ont dépassée, racontent. C'est-à-dire que c'est ce qui les a le plus transformés. Donc c'est une hypothèse que je vous soumets et que je garde, à savoir que si les êtres humains s'incarnent de vie en vie, peut-être font-ils des choix déterminés pour vivre certaines expériences. Alors ça pose des questions sur notre libre arbitre, du coup. On a peut-être des choix, mais qui sont-ils prédéterminés? Enfin, là, j'ai plus de questions que de réponses à vous proposer. Voilà. Oui. Pas de souci. Moi, je rejoins un peu les deux premières personnes qui vous ont posé les questions, parce que je les aurais posées sur la psychanalyse. Moi, je trouve que votre méthode est intéressante sur ne pas refouler les émotions, sur les écouter. Mais je pense qu'il faut déjà avoir une connaissance de soi, et c'est pour ça que je reviens sur la psychanalyse. Il faut déjà avoir des petites clés pour ouvrir ces portes-là. Et je pense que de ne pas les avoir et que ce soit de trembler, ça c'est très bien, de laisser agir le corps sur les émotions pour pouvoir ensuite les fouiller et les trouver, c'est très bien. Mais moi je trouve qu'à l'inverse, ce que vous faites par rapport à la psychanalyse, qui n'est pas non plus quelque chose d'exact, qui est propre à chaque personne, c'est que c'est peut-être trop tôt. Moi je trouve ça trop tôt de donner aux gens le droit d'imaginer, comme vous avez dit, une mère qu'ils n'ont pas aimée, qui ne les a pas aimés, et de se l'imaginer avec les dégâts que peut faire l'imagination, parce qu'on se construit aussi quelque chose qui n'est pas vrai, plutôt qu'essayer de trouver pourquoi on est autant touché de ne pas avoir une mère, parce que la mère, on n'est pas forcément obligé, tout le monde ne peut pas être mère et n'a pas envie d'être mère, de s'imaginer ça. Et moi je trouve ça, c'est quand même rapide d'en arriver là. Tout le monde n'est peut-être pas capable de faire ça sans avoir exploré avant d'autres pistes. Je trouve ça... C'est bien, mais je ne sais pas si il y a une certaine hiérarchisation, moi je trouve, dans la connaissance des problèmes, et de se les avouer, déjà de les accepter, de les connaître, pour seulement ensuite arriver à les travailler. Et je trouve ça assez... C'est un peu brut de découvrage, quoi. Là, c'est même plus fort que la psychanalyse analytique, voilà, où on vient, on trouve le problème et on travaille dessus, quoi. Je trouve ça... Pour certaines personnes, j'aurais du mal, par exemple, à les emmener sur ce terrain-là, ou à amener à voir des personnes comme ça. Merci. C'est la difficulté de l'exposer, de résumer, d'aller à l'essentiel. Je partage votre point de vue. Et il y a des situations où il y a besoin de discuter, de parler, d'avoir un témoin lucide qui permette de prendre conscience progressivement qu'on a vécu des manques affectifs. J'ai été synthétique pour l'exposer. Ce n'est pas ma pratique, c'est beaucoup plus complexe et subtil. C'est ce que je partage votre point de vue. Non, ça serait évident, ça peut marcher dans plein de personnes mais, qui ont besoin de ça. Non, mais c'était une présentation synthétique pour aller à l'essentiel. C'est bien l'accompagnement d'une personne. C'était pas l'objet L'objet, il a été de parler de transformation et pas de détailler mes pratiques cliniques, si vous voulez. Je vous donne les outils pour que vous en entendiez parler et que vous puissiez réfléchir dans le rapport qu'on a à nos émotions, comme un moyen de se libérer de nos charges et de nos difficultés du passé. Et je l'ai surtout insisté sur le fait, c'est pas tant le scénario de guérison est très intéressant, pour autant qu'on ait la conscience de soi, la conscience de qui on est. C'est-à-dire que quand les personnes vivent une émotion, il y a encore une part de soi qui est consciente, qui est vigilante, qui est là, qui observe ce qui se passe. Et c'est cette partie-là, moi, qui m'intéresse chez mes amis humains, chez nous. C'est-à-dire qu'on a une part de nous extrêmement puissante. C'est cette partie-là, moi, qui m'a intéressé de vous partager, qui est capable d'observer ce qui se passe en soi, mais en même temps de le laisser vivre. Voilà. Et évidemment, dans un accompagnement thérapeutique, ça dépend des personnes, de ce qu'elles ont vécu, ça prend du temps, ça peut aller vite. C'est tellement variable, il y a des personnes qui viennent me voir, elles ont une phobie des chiens, bon, ben, je les accompagne sur la phobie des chiens, ça prend 10 minutes, c'est réglé. Ben, elles n'ont pas envie d'aller plus loin, bon, ben, libre à elles de ne pas aller explorer plus loin, elles ont guéri de leur phobie des chiens, tout va bien. D'autres personnes viennent parce qu'elles ont une profonde dépression et que ça va être un long travail, d'autres sont alcooliques, sous médicaments, ils n'en veulent plus, ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Et ce n'est pas un scénario qui va guérir, c'est un long cheminement intérieur, une longue transformation. Je ne peux pas je voudrais pas être caricaturé, ou l'être en tout cas, sur ce que c'est qu'un long travail profond. Au contraire, si le processus est agréable,
le cheminement est beaucoup plus complexe. Ça demande chez les personnes qui sont en réelle souffrance, ça demande une obstination, une détermination de tous les instants. Et tout ce que vous avez dit, je le partage. Voilà. Un long silence. Un mot de la fin, Jean-Guillaume, ou non? Une question? Ah, c'est Donc, parti. une question. Jean, voilà. En somme, tu nous as parlé de transhumanisme, Dans quel sens ça? mais sans robotique et sans électronique. Oui, c'est ça. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on a des facultés psychologiques ou psychiques absolument incroyables et que la technologie y a suppléé. On est des télépathes en puissance. Les expériences ont été faites, elles existent. Moi, j'ai testé des choses très amusantes avec les animaux, c'est très bizarre. À chaque fois que ça m'est arrivé, j'étais surpris. La télépathie entre humains existe. Simplement, les protocoles, et on n'est pas très doué, donc il faut trouver des protocoles scientifiques pour que ça soit reproductible, et ça, c'est extrêmement difficile. Donc, on a inventé le téléphone portable. D'où vient la connaissance? D'où vient le savoir, l'intuition d'un génie comme Einstein? Einstein, visiblement, a trouvé une grande partie de son inspiration en faisant du violon, mais ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il a trouvé une grosse partie de son inspiration dans un rêve à une sieste, lors d'une sieste. D'où vient l'inspiration humaine? Qu'est-ce qui nous donne accès à une connaissance aussi vaste qu'a pu l'avoir à ce moment-là Einstein? Effectivement, il avait une logique et une réflexion, donc il utilisait vraiment pour le coup son cerveau et sa pensée. Mais je pense qu'on a un Internet universel auquel on est plus ou moins connecté par moment. Moi, l'invitation que je fais, la proposition que je fais, si vous voulez, c'est de se passer un jour des outils technologiques. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça paraît surréaliste, mais à mon avis, c'est peut-être la dernière voie que je vois possible à expérimenter pour pas... voilà. C'est une voie que j'imagine, puisqu'on a ces facultés. Quand on étudie le sujet du paranormal, j'ai mené une enquête, par exemple, sur les questions du déplacement de la matière. C'est un sujet extraordinaire. Vous imaginez la pensée qui pourrait bouger des objets. C'est tous les films de science-fiction réunis en un seul truc. Donc j'ai rencontré Jean-Pierre Girard. Moi, je l'ai beaucoup apprécié humainement, il était très intéressant. Et il est le témoignage de la capacité à bouger la matière. Évidemment, c'est hyper difficile à prouver. Il faudrait faire des tests. Les tests n'ont pas lieu. C'est pas tout le temps que ça se passe, et c'est pas le premier à le faire. Alors évidemment, c'est médiatisé, c'est transformé, c'est des enquêtes extrêmement minutieuses. Donc je me suis penché sur ce qui s'est passé dans les années 70, où je sais pas si peut-être que ceux qui sont plus anciens ont des souvenirs. Dans les années 70, au temps d'Uri Geller, alors Uri Geller aussi a dû tricher à des moments, comme Jean-Pierre Girard. Toujours est-il qu'il y a eu un scientifique dont le nom m'échappe, qui a mené dans son usine une enquête pour voir si c'était réel, les phénomènes dont parlait Jean-Pierre Girard. Et il en a fait un rapport dans lequel il dit, bah oui, effectivement, il y a des modifications de la matière, il y a des barres qui se tordent. Et puis évidemment, les scientifiques ont ri. Et un de ses collègues a dit, écoute, tu fais n'importe quoi, tu es en train de te ridiculiser. C'était Crussard, le scientifique, qui faisait ça. Et c'était vraiment un chercheur de renom. Il avait toute une publication d'articles dans des revues de renom, et donc il se ridiculisait à l'âge de la retraite à vouloir montrer que la matière peut être bougée par l'esprit. C'était absurde. Et voilà. Et son collègue ingénieur, qui s'appelle Jean Bouvet, décide de lui montrer qu'il fait n'importe quoi. Sauf que c'est l'inverse qui se produit. C'est Jean Bouvet qui dit, mais il se passe quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Alors Jean Bouvet dit, on peut être impressionné parce qu'on voit des barres se tordre, mais il dit, c'est pas ça que moi qui m'a le plus stupéfait, c'est qu'à un moment donné, donc Jean-Pierre Girard dit, j'ai modifié ici la barre à cet endroit-là, et après vérification dans des machines très complexes, effectivement, la structure moléculaire avait été modifiée, et c'est pas une structure qu'on pouvait modifier avec un chalumeau, il fallait la passer dans une machine très complexe. Et le rapport existe, il est dans une revue que vous pouvez trouver sur Internet. Dans les années 80, c'est passé sur Droit de réponse avec Michel Pollack, qui se sont empoignés là-dessus, puis plus rien. Et moi, ce qui me gêne, c'est que ces sujets-là devraient nous interpeller. Or, ils sont tellement difficiles, c'est comme si on ne pouvait pas les entendre et qu'on ne pouvait pas les voir parce qu'ils foutent en l'air toute notre structure mentale. Donc on dit que ça n'existe pas. Et je vous renvoie davantage sur les travaux de Bertrand Mayost qui passe son temps à analyser chaque point de phénomènes de ce type-là, en montrant qu'à un moment donné, on peut pas soit il y a un complot pour nous faire croire qu'on manipule la matière, soit ça s'est réellement passé. Et comme il est rigoureux et méthodique et qu'il travaille sur l'histoire, c'est plus facile à aborder.
que l'histoire de Jean-Pierre Girard dont je vous parle, parce que tout de suite, dès qu'il y a des scientifiques, des journalistes qui vont le voir, ils mettent une musique sensationnaliste qui fait peur, et on tombe dans des trucs absolument inintéressants, et c'est pas abordé de manière rigoureuse. J'ai mené mon enquête plus loin, j'ai appelé un prestidigitateur qui s'appelle Ranqui, François Ranqui, qui avait assisté aux expériences qui ont eu lieu à Grenoble, parce qu'on l'accusait sur Internet de s'être endormi, ce prestidigitateur. Je lui téléphone et je lui demande, vous êtes-vous endormi? Alors évidemment, son témoignage vaut ce qu'il vaut. Il me dit non, pas du tout, j'ai pas dormi du tout. Et depuis, il a étudié plusieurs fois, il a observé plusieurs fois Jean-Pierre Girard. Il dit, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il n'a utilisé aucun des tours que je connaissais pour pouvoir faire ça. Il n'y avait pas de manipulation. C'est tout ce qu'il a pu dire. Donc ce sont des sujets d'une rare complexité. Je ne sais pas s'il est temps pour nous de nous en saisir, mais ce sont des sujets complexes et qu'on a tendance à ne pas vouloir aborder parce que ça met à mal ce qu'on ne comprend pas, l'inexpliqué. Et il y a une disjonction aujourd'hui entre la recherche scientifique universitaire et ces phénomènes-là. Il y a un psychologue en France qui s'appelle Jean-Pierre qui s'appelle Évrard, alors j'ai oublié son prénom, qui est à Nancy, qui s'autorise un peu à étudier les questions de cet ordre-là, mais sous l'angle psy. C'est-à-dire qu'on n'étudie pas ça. Et pour moi, l'enjeu n'est pas d'étudier ça pour développer des capacités surhumaines, c'est juste que ça nous ouvre l'esprit à ce qu'on est réellement. Qu'on tourne la matière ou qu'on fasse des choses de sorcellerie, enfin, les sorciers africains sont connus pour rendre les gens malades à distance, voilà, bref, il y a des choses qui existent comme ça. Je pense qu'on peut les observer, les étudier, et ne pas les nier surtout. C'est ce qui me semble important, de ne pas s'enfermer dans leur inexistence. Je pourrais parler du phénomène OVNI, que j'ai aussi étudié. Alors c'est un truc, le pire que je connaisse en termes d'information, de désinformation. On s'y perd, c'est très complexe. Là aussi, Meust a écrit un petit bouquin sur la vague belge, par exemple. Dans les années 90, il y a eu plein je crois que 5000 observations d'objets non identifiés. On ne sait pas ce que c'est. Et il passe en revue tout ce que ça pourrait être et que ça ne peut pas être parce que à tel endroit c'est comme ça, à tel endroit c'est comme ça. Et donc ça nous pose des tas de questions, mais ça ne nous empêche pas de vivre au quotidien. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça consiste en quoi? De quoi s'agit-il? Je n'ai pas la réponse. Moi, je ne peux pas, de mon modeste niveau, je peux avoir des intuitions, des idées, mais je ne sais pas ce que c'est. Et pareil, le GEPAN, qui est l'organisme français officiel d'études des OVNI, a fait une étude statistique des apparitions des objets pour lesquels on ne sait pas ce que c'est. On n'a vraiment aucune idée. On ne sait pas. Et la corrélation mathématique qui a été observée, vous trouverez le rapport sur Internet, c'est que ces ovnis apparaissent en France essentiellement au-dessus des centrales nucléaires et des sites pollués. Apparaissent à des endroits de manière cyclique et répétitive avec un certain ordre mathématique. C'est des corrélations statistiques. Et apparaissent quand on fait une corrélation, quand ils l'ont fait, avec le vote Front National. Pourquoi? Il dit « je ne sais pas ». Voilà. Mais moi, je n'ai pas la réponse. Je veux juste que ça nous permette d'ouvrir notre esprit à, non pas un monde magique qui nous échapperait pour éviter le réel tel qu'il est, mais pour penser notre réel autrement, pour qu'on accède à quelque chose de notre puissance. Parce que c'est ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, c'est de ne pas croire dans la possibilité de faire ce qu'on aime réellement, de vivre la vie où nos aspirations sont les plus fortes. Parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas, parce qu'on nous a dit que c'était impossible, parce qu'on a des blessures non guéries. Et que peut-être que si on commence à se mettre en route et à oser faire ce qu'on aime, ça pourra changer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour ça, ça demande beaucoup de courage. Et le courage, on le trouve, à mon avis, dans l'exploration de soi, dans la compréhension de ces mécanismes. Enfin, j'ai débordé. Voilà. Il y avait encore une question. Bah, Odilon, tu la poseras après. En perso. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous vous êtes occupé aussi de la théorie quantique, Albert Einstein, parce que si je comprends bien, je ne me suis pas vraiment plongée dedans parce que c'est assez compliqué. Mais en effet, ce qu'on dit aujourd'hui, la science dit... on n'est plus du tout actuel parce que tous ces résultats qu'on a eus à travers la théorie quantique et ça disent que je fais une expérience avec des scientifiques et en effet, le résultat qui arrive, c'est celle que moi, je me suis imaginée d'avance. Alors, la question, est-ce que
l'objectivité, on dit ça, l'objectivité scientifique existe, ça vraiment. Et moi, ce que je trouve dommage, que ces pensées-là, je veux dire, c'est des trucs prouvés. Il a des expériences là-dessus. Je ne peux pas expliquer parce que j'ai compris, sans vraiment comprendre à profondeur. Mais pourquoi ce n'est pas enseigné dans les écoles, aux universités? Je crois qu'on sait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais ça ne rentre pas dans l'éducation. Alors ma question à vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question complexe. Non, ce n'est pas la question. C'est une question complexe. Je pense que les chercheurs et les scientifiques que j'ai pu rencontrer ou que j'ai entendu dans des émissions, surtout à France Culture, c'est ma radio, voilà, ont une approche réellement ouverte, puisqu'ils savent qu'ils trouvent des éléments de vérité, d'explication du monde qui valent à un moment donné. Et c'est la différence entre une approche scientifique qui l'est réellement, et qui est vraiment ouverte sur la compréhension du monde et qui admet que tout n'est pas expliqué, et une approche scientiste basée sur l'idée que le progrès technique et technologique sans limite et sauvera l'humanité. Ça a été le cas, ça nous a peut-être permis juste de vivre ce qu'on vit aujourd'hui, que je parle dans un micro, etc. C'est, à mon avis, j'imagine que c'est une étape de l'évolution humaine. Et donc, évidemment, la physique quantique a l'air de répondre à plein des questions qu'on peut émettre sur le fait que la télépathie existe, ou que les objets auraient une mémoire, enfin des tas de choses comme ça. Faut-il encore qu'on veuille bien les étudier et qu'on ne les mette pas dans un placard en disant que ça n'existe pas? Voilà. Aujourd'hui, on va dépenser des milliards pour faire fonctionner des centrales nucléaires, des chaudières à eau chaude, quoi, voilà. On va dépenser des milliards pour faire du foot, des milliards pour faire des Jeux Olympiques, mais comprendre notre psychisme et l'explorer, il n'y a plus d'argent. C'est un choix de société. C'est un choix de civilisation. On a la chance d'avoir, enfin, moi je le vis comme une chance, d'être dans un monde où la raison nous a permis de nous affranchir des dogmes absurdes de la religion, parce qu'on a eu tout un mouvement philosophique qui a été critique, et on en est les fruits. On n'est pas dans l'obscurantisme religieux, on est à mon avis à la pointe de la réflexion au niveau mondial, c'est fondamental. À nous de ne pas nous enfermer et de pouvoir nous décloisonner et d'amener à d'autres recherches. Il est absurde que des tas de chercheurs comme Hammer aient été mis de côté sous prétexte que leurs idées ne rentraient pas avec la science officielle. Les neurosciences sont en train de nous amener à l'idée qu'effectivement l'inconscient a un impact sur le corps. J'ai un livre qui m'a été conseillé par un ami qui est dans la salle, de Pierre-Jean Thomas Lamotte, qui est, si vous voulez, la continuité de ces travaux-là. Et il montre... c'est un neurologue, donc il a des scanners cérébraux et il voit les traces des maladies, il est capable de les interpréter en voyant des traces dans le cerveau. Et du coup, il est capable de montrer que ce sont parfois des chocs symboliques dans l'inconscient qui créent la maladie. C'est-à-dire que c'est une remise en question complète de notre modèle. Voilà, donc toute la science est confrontée à une remise en cause de son paradigme de fond qui est, à mon avis, abordé comme une religion, et c'est le scientisme et la technique qui nous sauvera. C'est très pratique. Je suis très content d'avoir une voiture, un ordinateur. Mais est-ce que ce n'est pas qu'une étape à un moment donné? Voilà. Il y avait encore des questions. Je propose qu'on continue. Je sais pas. Penser à la mémoire cellulaire. En fait, tout ce qu'on perçoit, ce qu'on regarde, a un impact sur les cellules de notre organisme qui font que suivant l'interprétation qu'on en fait, ça agit strictement sur les organes et en même temps, en parlant des vies karmiques, ce que l'on a vécu dans des vies intérieures peuvent ressurgir donc dans la vie présente, nécessitant justement ce travail afin de Oui. libérer, quoi. Mais comment on peut faire justement pour au départ se protéger. Se protéger de quoi? Comme dit, si chaque chose a un impact sur les mémoires cellulaires. Alors moi j'ai une vision différente. Je pense que toutes ces mémoires-là ont un sens pour nous apprendre quelque chose. C'est ce que je disais sur les bénédictions. C'est pas très drôle de vivre une maladie ou un décès, on s'en passerait.
Mais c'est souvent ce qui nous éveille. Sinon, on aurait une vie très confortable et très normale. Et c'est parce qu'on est secoué dans nos fondements qu'on est obligé de sortir de la normalité et qu'on est obligé de changer. Donc on n'a pas envie de le vivre, évidemment, mais on peut s'en préserver. La maladie n'est pas une fatalité. On n'est pas venu, à mon avis, pour expérimenter que la maladie sur Terre. Il y a plein de mécanismes pour être en bonne santé. Je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà. Et puis après, on n'est pas tous là pour vivre des maladies. Ce n'est pas une fatalité. Je pense qu'on est plus... Pour moi, la question, il faut que ce qu'on fasse dans notre vie au quotidien a un sens. C'est la base souvent de mon accompagnement. Il ne s'agit pas simplement de guérir de son passé, mais c'est ce que je fais. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose, pas qu'au niveau financier, ou est-ce que je le fais de manière robotique parce que j'ai appris à le faire? La pensée, se poser chaque fois la question, presque dans les actes de la vie quotidienne, donner un sens en fait à tout ce qu'on fait, permet de... Oui. C'est ça, réfléchir. Oui. C'est ça l'invitation que je vous fais, c'est de pouvoir réfléchir et de penser intensément à ce que nous vivons et de ne pas le fuir. Moi, je vous invite vraiment c'est une invitation, je ne sais pas comment le faire, mais je pense qu'on a vraiment à exploiter tout notre potentiel intellectuel, intuitif, qui utilise nos ressentis, et on a des capacités insoupçonnées. Sinon, je deviens nihiliste et j'ai plus rien envie de faire. On est arrivé, à mon avis, à un tel stade d'autodestruction qu'il n'y a plus rien. Si je ne m'appuie pas sur ce que je vous propose, je ne vois pas d'issue. On est arrivé à un endroit où les pollutions sont extrêmes et certains pourront en témoigner. La prise de conscience n'arrive pas encore aux endroits où elle devrait aller, c'est-à-dire chez les dirigeants politiques, chez la majorité de nos concitoyens, pour qui les enjeux écologiques de pollution, de fin du pétrole, de problème du nucléaire sont le cadet de leurs soucis. C'est relégué au fond de leurs... Ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire que avoir une conscience écologique planétaire globale, c'est pour moi déjà un état d'éveil de l'humanité. C'est avoir compris qu'on est interconnecté, qu'on est dans un système. Et qu'on peut vivre des choses difficiles, qu'on a une mémoire, qu'il se passe quelque chose en nous, et que c'est cette complexité-là qu'il s'agit de penser et d'aborder, et de ne pas la fuir, et de confronter nos hypothèses et les solutions qu'on propose, sans craindre de discuter. C'est le début, le désaccord est le début de la relation, le début de l'aventure. Je termine là-dessus. Un mot de la fin. Merci. Bonne soirée.